Merci beaucoup Eric et bonsoir, je suis ravie d'accueillir nos différents intervenants. Michael, donc le Marchand, qui est le directeur de l'engagement social, territorial et environnemental de la SNCF. Muriel Chauvel, qui est donc secrétaire générale du Centre des jeunes dirigeants. Luc de Gardel, qui est le président de la Fédération des entreprises d'insertion. Marie-Lise Léon, qui est secrétaire générale adjointe de la CFDT, et Emmanuel Delaville, donc Etifinance, qui est une agence d'analyse et de conseil extra-financier. Donc bienvenue, bienvenue à tous pour cette dernière table ronde que j'introduirai très rapidement, parce que quel beau sujet finalement pour, on a parlé de construction de compétences et de développement de l'employabilité auparavant, et voilà un bel objectif finalement pour nos politiques de responsabilité sociale des entreprises, d'autant que le concept d'employabilité, en faisant vraiment très vite, vous m'en excuserez, mais il a quand même beaucoup migré depuis une conception finalement qui était plutôt liée à une préoccupation des pouvoirs publics pour traiter le chômage et inclure ceux sur le marché de l'emploi qu'on disait un petit peu inemployables, jusqu'à devenir, je dirais aujourd'hui, une co-responsabilité entre un individu qui, quelque part, est le gestionnaire de sa propre employabilité et qui la gère comme on gère, je dirais, un risque potentiel, et les employeurs qui, eux, ont une obligation, je dirais, de moyens et non de résultats, et avec un objectif qui a changé, qui est de développer les compétences pas seulement, je dirais peut-être même plus seulement pour se maintenir en emploi, mais pour évoluer avec son emploi et s'adapter aux transitions, puisque c'est quand même le cœur de le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et puis pour développer la capacité des travailleurs à être des acteurs de leur trajectoire, et de façon à les prémunir de risques de déclassement ou de déqualification, et de permettre en tout cas qu'ils puissent construire des trajectoires choisies et non pas contraintes face à cette double transition. Et donc, quatre questions vont nous occuper. Comment effectivement la RSE peut-elle contribuer à actionner un certain nombre de leviers qui vont permettre d'améliorer cette employabilité? Comment en rendre compte, puisqu'on parle de RSE, comment valoriser l'investissement dans l'employabilité, et Alexandre Viros le rappelait tout à l'heure, c'est pas une dépense, c'est un investissement, et quelle place pour le dialogue social dont les derniers panélistes ont bien noté qu'il était essentiel à tous nos sujets. Alors j'ai envie de commencer par un petit tour en visioconférence pour vous demander, allez, en une phrase, comment vous appréhendez, vous, cette notion d'employabilité socialement responsable, ou les liens entre la RSE et l'employabilité? Muriel, je vous vois. Vous voulez commencer? Allons-y, bonjour à tous. Muriel Chauvel, secrétaire générale du CJD. Je ne sais pas si c'est le moment où je présente le CJD ou pas du tout. Je commence direct par la phrase. Allez-y. Je peux présenter le CJD en 2 mots. Juste pour poser le cadre, le CJD, c'est 5200 dirigeants d'entreprise, mais plutôt TPE, PME. On parle beaucoup de dialogue social, de GPEC. Voilà, ça va se traduire un peu différemment dans les entreprises qui sont dans notre mouvement, mais en tout cas, il y a un enjeu majeur qui les réunit tous, c'est que l'entreprise est probablement le dernier lieu du vivre ensemble et de la solidarité et de la vie quotidienne. Donc, la diversité, c'est un levier extrêmement fort de l'engagement dans une logique de RSE, et que nos dirigeants, en tout cas ceux qui sont adhérents au CJD, sont clairement identifiés comme citoyens responsables. En tout cas, ils se définissent comme ça. Donc, j'ai envie de dire qu'un des enjeux forts, c'est plus seulement d'être une entreprise simplement responsable, mais c'est surtout d'être une entreprise aujourd'hui désirable, c'est-à-dire être en capacité à la fois de répondre à des enjeux de société, tels qu'on les a évoqués, mais aussi d'être attirant pour des salariés, pour des nouvelles compétences, pour tous les potentiels qu'on peut rencontrer dans la société. Donc, c'est cultivons l'entreprise désirable.
C'est un mot que je souhaitais partager en préalable. Merci. Eh bien, du coup, je vais demander à Luc, alors, qui va rebondir sur votre vision. Luc? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'étais noté, il y a beaucoup de choses à dire, mais au regard de la transition numérique et écologique, et notamment l'accélération, et on en parlait juste un instant, l'accélération qu'engendre le numérique et le besoin de mobilité, de flexibilité qui aujourd'hui mettent, à mon sens, dans la RSE, deux enjeux majeurs qui sont d'une, les salariés qui sont en interne de l'entreprise. Comment aujourd'hui, on parle d'inclusion, mais on pourrait aussi parler d'exclusion, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui sont mises énormément en fragilité alors qu'elles sont en poste, qu'elles ont un certain niveau de compétence, mais qu'elles ont cette difficulté à pouvoir évoluer soit en phase d'urgence écologique, soit du fait de la transformation numérique. La RSE doit pouvoir répondre à ces enjeux de bien-être au travail, à ces enjeux de flexibilité et de mobilité. Et puis, une autre partie aussi qui nous concerne plus nous, c'est comment aujourd'hui une entreprise est en capacité, par ses activités et par sa démarche RSE, de laisser la place aussi à des personnes fragiles qui ne sont pas aujourd'hui en emploi ou qui sont au bord du chemin, comment elles peuvent intégrer ces entreprises en faisant finalement de ces transformations des opportunités plutôt que des menaces pour des gens qui pourraient être assez mis en difficulté de ce fait-là. Donc voilà, je pense que le numérique a un rôle essentiel à jouer en tant qu'opportunité plutôt en termes de fragilité que ça peut créer. Merci Luc. Emmanuel, comment le spécialiste de l'analyse extra-financière que vous êtes appréhende cette employabilité socialement responsable ou les liens entre RSE et employabilité? Micro. Pourtant, il était là. Bon, et puis Mickaël Mickaël nous a pas encore rejoint. Je regarde mes messages. Ah si, voilà, pardon, je ne vous voyais pas. Veuillez m'excuser, Mickaël. Non, La j'étais parole à est à l'heure. vous. J'étais à l'heure. Si Emmanuel prend la parole, du coup. Eh bien, écoutez, non, je ne le vois plus. Ah ben s'il est là, Emmanuel. Vous nous entendez, Emmanuel? Le micro. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Ah, c'est bien mieux, Emmanuel. Bon, excusez-moi, parce que je parlais dans le vide et vous ne me voyez pas et j'agitais mes mains. Bon, bonjour à tous. Donc oui, je suis Emmanuel Delaville. On a créé une agence de notation qui a 18 ans aujourd'hui. Voilà, Bon 18 ans anniversaire. et on analyse donc tout ce qui est non financier. Donc évidemment, le capital humain est partie prenante énorme dans notre notation extra-financière, puisqu'on mesure des risques qu'on appelle aujourd'hui ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Désolé pour cet acronyme, mais aujourd'hui, dans la finance et les investisseurs qui sont nos clients, puisqu'Etifinance est rémunéré par des investisseurs qui veulent placer leur argent dans des entreprises performantes d'un point de vue financier, mais vertueuses vertueuses en termes environnementaux et en termes de gestion des richesses humaines, ils font appel à nous pour qu'on évalue les politiques et pratiques en matière de RSE des entreprises. Et évidemment, le S est énorme, a une place très importante dans notre évaluation. Alors, c'est différent la gestion du capital humain ou des richesses humaines, comme j'aime dire, que de l'employabilité. Moi, si je suis violent, l'employabilité, est-ce que les investisseurs me demandent d'essayer d'identifier les bonnes entreprises qui font tout pour l'employabilité de leurs salariés, hein. C'est-à-dire gérer les compétences, alors, il y a une partie de moi qui me dirait oui, il y a des investisseurs avec des convictions qui veulent évidemment que les entreprises investissent massivement dans l'employabilité, puis d'autres qui disent, moi, ce qui m'importe, c'est d'abord de miser dans des entreprises où on va rechercher les talents les plus élevés. Donc, je vais rejoindre peut-être plus des investisseurs qui vont aller
sur des entreprises de la Fédération de Muriel, enfin du CJD. Parce que moi, j'ai deux mondes. J'ai le monde en forte croissance, des investisseurs qui investissent dans des boîtes en forte croissance. Et là, on est en manque criant de talent. Donc, je vois beaucoup de chefs d'entreprise et je suis en manque de talent. Et puis, il y a des entreprises qui ont des modèles en transition, d'accord, qui ne sont pas forcément en hypercroissance, qui doivent changer de modèle. Et il va falloir accompagner les gens. Parce que les gens, on n'aura plus besoin de caissières demain, on n'aura plus besoin de personnes qui travaillent dans des puits de forage. Et bien, en fait, il va falloir transformer ces gens-là. Et l'employabilité, donc pour certains de ces investisseurs, oui, ça va compter, et pour d'autres pas. Donc voilà, je voulais bien différencier, bien cadrer le débat de ce soir. Je fais une différence entre gérer les talents, les retenir, etc., qui est un vrai enjeu pour la plupart de mes boîtes. Enfin, on évalue 2000 entreprises par an. Notre métier, on est 100 personnes ici, là, entre Paris et Lyon. Notre métier, c'est de faire que de l'évaluation extra-financière sur 2000 PME ETI en Europe, dont 400 françaises. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, j'ai plus dans les 2000 un manque de talent ou une recherche de talent que des problèmes. J'en parlais en équipe, sachant que je vous avais ce soir, pardon, je suis un petit peu long et je vais me taire. Les équipes me disent, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner des noms de boîtes dans vos évaluations où on a un problème d'investissement dans l'employabilité des gens? Voilà, c'est pas venu, c'est pas venu naturellement. Voilà. Mais c'est un enjeu. Mais c'est un enjeu. C'est un enjeu important. Okay. Voilà. Marie-Lise Léon, du coup, ça vous fait réagir, ça? Comment vous voyez-vous ça en une phrase ou en réaction à ce que vient de dire Emmanuel? Bonsoir, vous m'entendez? Je suis pas là. Ouais, super. Excusez-moi, j'ai pas testé. J'ai un nouvel ordinateur là pour cette table ronde. Merci de l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous. J'aurais 1000 choses à dire par rapport à ce que j'ai déjà entendu, mais du coup, je vois que j'ai une phrase qui est attendue. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais rebondir, et notamment sur la question des parties prenantes. Et je pense qu'il n'y a pas d'employabilité s'il n'y a pas d'employeurabilité, c'est-à-dire une capacité des employeurs à assumer une part de responsabilité et à être toujours en vigilance. Et alors, moi, j'aime beaucoup parler des compétences, et je pense que c'est l'or noir de demain ou d'aujourd'hui, même déjà, quand je vois l'ensemble des mutations qui sont à l'œuvre. On parle de transition numérique, transition écologique. Moi, je mets un gros warning sur transition démographique. On a aussi, du point de vue des compétences, on a un champ énorme devant nous de reconnaissance des compétences, de valorisation, et de permettre à chacun et à chacune d'avoir un parcours professionnel épanouissant, puisque notre vision à la CFDT du travail, c'est que ça n'est pas qu'une source, ça n'est pas que douleur et aliénation, c'est d'abord une capacité d'épanouissement et de réalisation de soi-même, et que notamment après la crise sanitaire, c'est une aspiration croissante parmi les travailleurs. Donc c'est une RSE qui doit tenir ces deux parties de la chaîne, travailler sur l'employabilité et travailler sur la question des compétences tout au long de la vie. C'est aussi permettre, c'est du point de vue du coup des employeurs, être aussi en capacité de se questionner sur sa façon de concevoir l'emploi, et notamment en termes de qualité d'emploi et de conditions de travail. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Absolument. Merci beaucoup, Marie-Lise Léon. Du coup, Michaël Lemarchand, on termine par vous pour cette première réaction, cette première lecture du sujet. En une phrase aussi. Bonjour tout le monde, et je suis ravi de cette invitation. Merci beaucoup, et d'autant plus enchanté que je suis très heureux d'entendre mes comparses de table ronde virtuelle, parce que j'ai aussi, ça fait écho, ça résonne beaucoup dans ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. On y reviendra. En une phrase, peut-être, on a parlé des personnes qui sont plus vulnérables sur le marché de l'emploi, on a parlé des talents à l'autre bout du spectre, peut-être de façon inclusive, pour ne pas opposer les deux, mais englober tout le monde. Si je disais en une phrase, pour moi, c'est que
toutes les ressources dont une entreprise a besoin aujourd'hui pour fonctionner et alimenter son modèle d'affaires, en fait, pour faire tourner la boutique, sont de plus en plus intimement liées à la RSE et sont RSE dépendantes. Et on est en train de s'en rendre de plus en plus compte. C'est vrai pour les ressources financières, on en a parlé avec les financeurs et tout ce qui va avec les notations extra-financières qui sont regardées par les financeurs, mais c'est vrai pour les ressources humaines, c'est vrai pour les ressources en matières premières, c'est vrai pour les choix des partenaires. Bref, toutes les ressources dont on a besoin et dont l'entreprise a besoin sont de plus en plus RSE dépendantes. Et donc, en ce sens, l'employabilité de chacun et de chacune sera d'autant plus forte qu'on investit dans la culture de chacun et chacune et dans les compétences que l'on peut avoir en RSE. La RSE, c'est vaste, on y reviendra, mais en tout cas, plus l'entreprise investit sincèrement dans la compétence RSE de ses employés, plus elle contribue à leur employabilité. Et c'est vrai par extension avec l'environnement et l'écosystème dans lequel on travaille. J'y reviendrai parce que c'est un élément pour moi fondamental, c'est les échanges et la porosité, la perméabilité avec son écosystème en local qui est fondamentalement au cœur de la RSE. D'accord, merci, puisque ça fait quelque part une transition avec un des premiers thèmes à discuter avec vous. Du coup, Muriel, vous, la RSE, quels seraient les leviers pour développer l'inclusion professionnelle dans un monde effectivement où on est confronté, Marie-Lise l'a rappelé, à une triple finalement transition, hein, et deux économiques et une démographique. Oui. Alors, nous, on a un principe qui est de dire, enfin, il y a plusieurs leviers aujourd'hui, pas forcément par l'entrée de la RSE exclusivement, mais aujourd'hui, on sait tout simplement que 7 jeunes sur 10 sont prêts à refuser un emploi si l'entreprise dans laquelle ils postulent n'a pas des valeurs en cohérence avec les leurs ou n'a pas une mission qui dépasse le simple enjeu économique de l'entreprise. Donc déjà, le premier levier, c'est de définir sa raison d'être, les valeurs que poursuit le dirigeant. Encore une fois, on l'a dit, le dirigeant, c'est aussi un citoyen responsable. Et derrière ça, ça veut dire qu'est-ce qu'il défend au-delà du simple modèle économique. En fait, l'idée, c'est de se dire, OK, on vise à gagner de l'argent, mais pour quelle finalité dans l'absolu? Et surtout de le communiquer, de le partager, et que ce soit l'entreprise soit le réel lieu où se vit cette valeur et cette mission. Et derrière ça, on peut en déduire du coup une stratégie RSE, on peut en dérouler une stratégie RSE. Et le premier levier qui me semble être important, en tout cas, nous au CJD, on le ressent comme ça, c'est de faire collaborer, de faire participer, de responsabiliser l'ensemble de ces salariés autour de ce projet RSE, quel que soit l'angle, quelle que soit la priorité qui est donnée, parce qu'effectivement, la RSE, c'est extrêmement vaste. Hein, on peut aller sur l'écologie, on peut aller sur l'inclusion, sur l'insertion, voilà, enfin, ça dépend et de notre préoccupation et de la finalité de l'entreprise et de son ancrage local aussi, qui peut déterminer les enjeux principaux de la RSE. Mais ce qui est essentiel, c'est que plus les salariés sont contributifs de cette responsabilité sociale, plus ils seront acteurs et plus déjà on ira vers, vous disiez tout à l'heure qu'on est aussi acteur, c'est Marie-Lise qui disait, on est aussi acteur de son développement professionnel, de son employabilité, ce qu'on appelle l'empowerment, et le fait de les associer et de les impliquer dans cette logique RSE, à mon sens, en fait partie. Donc ça, c'est un premier levier, en tout cas, de cette RSE, c'est l'intelligence collective au sein de nos organisations. Et encore une fois, je parle au nom d'entreprises qui sont de petite taille, hein, pour lesquelles l'AGPEC est quelque chose d'assez lointain. Le dialogue social, c'est quelque chose qui est aussi pas tout à fait installé. Donc, nos outils à nous, c'est l'intelligence collective et le fait d'intégrer une mission, de définir une mission, une raison d'être à chacune des entreprises de notre réseau. Alors, c'est pour ça, Muriel, que je vous ai mis un peu en face à face sur ce premier sujet avec Mickaël Le Marchand, parce que là, pour le coup, on a une très grosse entreprise. Et du coup, Mickaël, comment faire de la RSE un levier d'inclusion professionnelle à la SNCF? Alors, ce n'est pas une dissertation, vous n'avez pas 3 heures, vous avez quelques minutes, on vous écoute. Oui, effectivement, on pourrait y passer plus de temps, mais j'aime beaucoup ce que dit Muriel du CJD, CJD que j'ai eu
l'occasion de rencontrer quand je travaillais sur le projet d'entreprise de la SNCF qui s'appelle Tous SNCF il y a 2 ans, dans un esprit justement d'ouverture aux parties prenantes. Et ce que je savais qu'on était en ligne, mais ce que dit Muriel me convient très bien. Peut-être juste un mot d'ailleurs, dans la stratégie RSE du groupe SNCF que j'ai menée et pilotée et co-construite dans le premier semestre de 2021. Nous avons construit cette stratégie RSE du groupe SNCF pour 2020-2030 autour de 6 axes. Il y a un axe stratégique qui s'appelle « Faire des salariés les premiers acteurs et bénéficiaires de la transition écologique et sociale ». C'est exactement, je crois, ça fait écho à ce que disait Muriel. Et c'est fondamental. Et pourquoi on en est arrivé là? En fait, on en est arrivé là parce qu'on a fait d'abord un projet d'entreprise. Et pour que les leviers activables par la RSE soient les plus efficaces possibles en faveur de l'inclusion et de l'employabilité, il faut placer la RSE au meilleur niveau, au plus haut niveau dans l'entreprise et dans la stratégie. Parce que sinon, c'est limitant. Et donc, c'est ce que a fait la SNCF dans le cadre du projet d'entreprise Tous SNCF, lancé tout début 2020. Eh bien, nous avons vu et décidé que la RSE ne devait pas être périphérique, ne devait pas être juste un supplément d'âme que l'on fait quand on a un peu de sous, quand on a des convictions personnelles, ça et là, que ça devait être résolument au cœur de la stratégie. Et c'est pour ça que j'ai une double casquette aujourd'hui avec laquelle je vous parle, c'est que je suis à la fois le directeur du projet stratégique de l'entreprise, parce que le projet continue, et à la fois le directeur de la RSE, parce que nous avons fusionné ces deux directions, placées au niveau du COMEX, au niveau du comité de direction générale, rattaché au président. C'est à la fois symbolique et fondateur parce que ça donne une capacité d'action, d'efficacité et d'impact sur l'ensemble de l'entreprise. Et du coup, à partir de ça, on a non seulement défini une stratégie RSE, je l'ai dit, validée par le conseil d'administration, donc au plus haut niveau de gouvernance et donc de légitimité et d'impact de l'entreprise, mais nous avons aussi défini une raison d'être en cohérence avec cette intention dans la société d'impact sociétal qu'est la RSE pour conclure les travaux du projet d'entreprise. Et dans la raison d'être, qu'on n'a pas encore dévoilé parce que c'est tout sauf de la com, c'est vraiment dans le sens de la loi Pacte, mais il y a 8 engagements associés à notre raison d'être que vous pourrez voir bientôt, on en parlera, mais je tiens à partager avec vous un des 8 engagements. C'est investir dans les métiers et les compétences d'avenir pour faciliter l'insertion professionnelle, l'ascenseur social et les parcours de reconversion. Et ça fait partie de notre raison d'être et d'un des 8 engagements que l'on prend vis-à-vis de la société et vis-à-vis de notre conseil d'administration. Donc voilà, ça c'est très concret, il y a un alignement, une cohérence d'ensemble entre la raison d'être, la stratégie RSE validée et les moyens d'action que nous avons, parce que j'aurai peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Il y a tout un projet d'entreprise qui est construit sur le principe de ce qu'on a appelé la maison Tous SNCF. Et c'est tout sauf un projet qui vient d'en haut et qui cascade en bas. C'est un projet qui a justement donné le pouvoir à toutes les entités opérationnelles. Il y en a à peu près 300 dans tout le groupe SNCF, qui englobe chacune 300 à 1500 salariés. Et chacun construit son projet d'entité autour de la maison Tous SNCF. Construire son projet d'entité, c'est construire sa maison. Et la maison, elle est l'incarnation de la performance globale autour de 6 dimensions qui ne sont pas que le financier, mais qui sont les clients, la sécurité, sûreté, éthique, les salariés, la qualité de production et de service, et puis l'engagement social, territorial et environnemental. Et c'est ces 6 dimensions universelles, hein, ça pourrait être dans n'importe quelle organisation que nous représentons, mais chaque entité construit son projet autour de ces 6 dimensions. Et quoi qu'il fasse, il faut que ça soit équilibré pour qu'on s'assure d'une performance globale et donc durable. Voilà. D'accord. Merci, Mickaël, pour ces premiers éléments. Du coup, Muriel, j'ai envie de vous demander, au vu de ce que nous ont exprimé Mickaël et Muriel, vous mettriez comment cette question de la RSE, levier d'inclusion professionnelle, vous la mettriez comment en perspective ou en conclusion au regard de ce que nos panélistes viennent de nous dire et de votre propre expérience? Moi, il y a 2 éléments deux éléments sur lesquels je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes.
J'ai entendu intelligence collective, contribution, coopération. Voilà, ça, ce sont des choses extrêmement fortes auxquelles aspirent les salariés. Et quand on parle de RSE, la CFDT, on aime bien distinguer les parties prenantes et les parties constituantes de l'entreprise, que sont les salariés. Et on a fait une enquête sur le travail il y a quelques années maintenant qui s'appelait Parlons Travail. Et une des questions qui a connu le taux de réponse favorable le plus fort, je crois que c'était à plus de 94%, les répondants, c'est 200 000 personnes qui ont répondu qu'elles voulaient plus et mieux participer aux décisions qui les concernent. Et je pense que, du coup, c'est une très belle promesse. Donc, Michaël Lemarchand évoquait la question de la cohérence. C'est un exercice extrêmement compliqué pour l'entreprise, je pense. Dans la durée, être garant de cette cohérence et garant des engagements pris au départ. Et c'est une chose sur laquelle les salariés et les représentants sont extrêmement vigilants et en attente de ce qui a été promis au départ et la façon dont les salariés qui, dans cette enquête, nous ont dit très majoritairement qu'ils aiment leur travail, qu'ils ont envie de s'y investir. Et donc, là, c'est un exercice extrêmement fructueux, très intéressant, mais qui suscite énormément d'attentes. Et je pense que ce levier de la RSE, c'est vraiment la course de fond. C'est vraiment un effort de chaque jour pour faire en sorte que Muriel Chauvel évoquait la question d'être acteur. C'est être acteur avec des règles du jeu claires sur ce qui est en train de se construire. Et juste un petit pont avec le sujet de l'inclusion professionnelle, je pense que si je prends l'exemple de l'accueil ou de l'insertion de personnes très éloignées de l'emploi dans le milieu de l'entreprise, ça ne peut pas se faire sans les collectifs de travail. Et s'il n'y a pas une anticipation et une préparation, entre guillemets, de l'accueil de ces personnes qui peuvent avoir des parcours très chaotiques, je pense que ça n'est que par ce travail collectif que justement on peut se donner les meilleures chances de réussite. Voilà. Du coup, c'était pas comme ça que je l'avais imaginé, mais c'est bien. Ça me fait une transition vers un deuxième sujet. C'est concrètement, c'est comment rendre compte de ça. C'est-à-dire, Emmanuel disait tout à l'heure, ouais, bah, sur le volet social de la RSE, finalement, on a pas mal de choses. Il est important, mais finalement, votre sujet, là, l'employabilité, on voit pas trop comment ça intéresse. Je caricature un peu ou pas du tout, Emmanuel, mais comment on intéresse effectivement des investisseurs. Et du coup, Luc, j'ai envie de vous donner tout de suite la parole parce que Muriel vous interpelle quelque part parce qu'elle dit, et vous avez vous avez créé un label RSE-I. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, justement, ça fait beaucoup écho à ce qu'on essaye de vivre et de mettre en œuvre dans les entreprises inclusives. En effet, ça fait déjà maintenant une quinzaine d'années qu'on travaille d'abord à une certification et maintenant à un label qu'on a voulu ouvrir à d'autres, c'est-à-dire capitaliser sur 40 ans d'expérience des entreprises inclusives pour pouvoir aujourd'hui répondre en effet à cette volonté d'engagement qui doit se traduire concrètement des entreprises. C'est-à-dire qu'autant la RSE est peut-être quelque chose d'un peu, comment dire, enfin, pas très concrète pour les entreprises au tout départ, de pouvoir s'en saisir, de savoir comment faire, de savoir comment la mettre en œuvre dans son entreprise. Et il nous semblait important de pouvoir aussi partager un certain nombre de choses que nous, on vit chez nous. Et on a travaillé, en effet, là, ça fait 5 ans, on a travaillé pendant 5 ans avec l'AFNOR à rénover un petit peu ce label, donc qui est basé sur la ISO 26000, hein, qui reprend toutes les thématiques de la 26000, mais qui rajoute un aspect un petit peu plus important sur l'inclusion des personnes, qui n'est pas réservé aux entreprises d'insertion ou aux entreprises adaptées ou à d'autres, mais qui est vraiment pour toute entreprise qui souhaite avoir une action concrète, écrite, évaluée et améliorée continuellement, comme l'est une démarche qualité.
ça se décline, en fait, je vais reprendre un peu la déclinaison de ce chapitre-là, parce qu'il y a forcément un chapitre gouvernance, environnement et ainsi de suite, mais sur le chapitre inclusion, il y a notamment la toute première qui est les parties prenantes. Et je suis heureux d'entendre les mêmes vocables que nous on utilise en effet en parlant des salariés, en parlant de parties constituantes de l'entreprise, et qu'ils sont bien au cœur de nos entreprises. Et qu'il est important, et je pense que c'est le même enjeu pour l'économie sociale et solidaire que pour la RSE, c'est qu'une RSE qui est réussie, c'est une RSE qui est décidée en effet dans les plus hautes strates de l'entreprise, mais qui sont vécues, perçues et mises en œuvre par chaque salarié. Et c'est là où finalement on a réussi l'économie sociale et solidaire et qu'on a réussi l'ESS, c'est quand chaque salarié comprend l'importance de la RSE et du rôle qu'il a à jouer. Et je pense qu'il est vital et fondamental de travailler aussi avec les représentations du personnel à cette mise en œuvre pour que finalement celui qui va, et c'est la deuxième thématique, c'est l'accueil et l'intégration des salariés, notamment les plus fragiles, première personne qui va être concernée, ça va être le collègue de cette personne. C'est elle qui va travailler tous les jours avec elle. Donc, à un moment donné, il faut qu'elle se saisisse pleinement de ce qu'est la raison d'être, comme disait Michael, de l'entreprise, pour pouvoir la vivre quotidiennement avec ses collègues. Et ça, c'est un véritable enjeu, et je pense que c'est l'aboutissement, finalement, de l'économie sociale et solidaire et de la RSE. Et ça, c'est à mon avis, très important. Donc, je pense qu'à la fois, en effet, c'est une décision stratégique de l'entreprise et c'est une mise en œuvre jusqu'au niveau de chaque salarié dans l'entreprise. Bien sûr, la troisième thématique, c'est en 4 thématiques, c'est l'accompagnement des salariés. Et là, on rejoint un peu aussi le sujet de la transition écologique et numérique. C'est comment, dans l'entreprise, je vais à chaque fois être aux côtés de chaque salarié, soit parce qu'il est en situation fragile à l'entrée, soit parce qu'il risque d'être mis en situation fragile du fait d'évolutions pour lesquelles, enfin, quelqu'un qui a 55 ans et lui dire tout d'un coup, tu vas déclarer tes heures par une application mobile, machin, enfin, c'est pas forcément accessible à tous et ça peut créer des situations d'exclusion et c'est pour ça que j'en parlais dans la première phrase. Et cette nécessité d'accompagnement tout au long de la vie du salarié en entreprise, par de la GPEC, par de la formation et ainsi de suite, est un élément important et qui constitue la 4e thématique, qui est l'emploi durable. Et c'est bien sûr un enjeu pour nous, parce que les salariés en situation de fragilité sont de passage chez nous, mais peuvent aussi rester chez nous. Et l'emploi durable passe également par toute cette mobilité de compétences, cette aisance, cette agilité qui n'est pas forcément évidente pour ces salariés, et de pouvoir l'acquérir pour que ce soit chez nous ou chez d'autres, pouvoir en effet être en pleine possession de la destinée professionnelle qu'il aura choisie. Et c'est ça, c'est là où c'est intime à la personne, et on en parlait tout à l'heure, de pouvoir faire ce choix. Et en effet, on parlait aussi de talent, et ces personnes sont aussi de formidables talents dans l'entreprise, parce que quand on accueille la fragilité comme une partie aussi constituante et importante de l'entreprise pour l'humanité de l'entreprise, j'utilise des grands mots en entreprise, mais quand on parle en effet, on avait tout à l'heure une table ronde sur l'IT et sur ce genre de choses, en effet, parfois on peut se dire, tiens, où est l'humanité dans tout ça et où est je pense que c'est aussi le cœur du sujet de retrouver et de remettre l'humain en effet au cœur de ces problématiques. Alors, Luc, moi j'entends la vision, mais concrètement, comment on en rend compte, puisque derrière, il y a effectivement des agences comme celle d'Emmanuel, et puis il y a des investisseurs derrière qui peuvent être plus ou moins appétents à l'enjeu principal qui nous occupe aujourd'hui. Et du coup, est-ce que dans votre label RSEI, vous avez des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs, je dirais, qu'on peut trouver ailleurs et qui rendent compte justement de cette logique d'emploi ou d'employabilité durable que vous évoquiez? Oui, tout à fait. Enfin, c'est un peu comme toute démarche RSE, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indicateur prédéfini, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va faire un diagnostic de l'état dans lequel dans lequel elle est, et puis comment elle va améliorer à chaque fois ses démarches. Donc, c'est propre à chaque entreprise, ISO 26000, et du coup, à chaque fois, il va y mettre des critères, des critères de où j'en suis et où je veux aller, quels sont les moyens que je me donne. Et tout ça, en effet, il y a une notation après qui est validée par la FNOR, donc c'est un travail qui peut durer pour
la première étape plus d'1 an, 1 an et demi. Hein, donc, c'est vraiment un élément de structuration de l'entreprise et qui fait que la RSE devient un fondement de l'entreprise. C'est ce que disait un peu Michael tout à l'heure. Hein, ça devient un fondement de l'entreprise. Et après, on rentre dans une démarche de progression, donc d'évaluation de où j'en suis et comment je continue à progresser et comment j'améliore ma note. Et comme n'importe quel label, il y a 4 niveaux de débutant jusqu'à expert. Ok. Emmanuel, du coup, j'aimerais bien que vous réagissiez et peut-être sur deux angles. Et puis après, sentez-vous libre aussi de faire comme vous voulez. Mais en tout cas, je vous en pose deux. Le premier, c'est du coup, avec l'expérience que vous avez, à la fois le nombre d'années et le nombre d'entreprises que vous regardez, comment ce sujet dont vous avez esquissé tout à l'heure, l'approche qui était peut-être pas complètement aujourd'hui d'intérêt de ces investisseurs. Comment finalement, voilà, aujourd'hui, c'est pris en compte, ça intéresse, ça n'intéresse pas? Qui? Est-ce que c'est plutôt la finance à impact? Est-ce que c'est plutôt l'ISR? Est-ce que voilà, est-ce que il y a des nouveaux outils qui pourraient éventuellement, je pense aux social bonds, est-ce que ça peut être des choses qui peuvent renforcer de l'appétence? Et puis la deuxième chose, c'est que c'est un avis d'expert là que je vous demande. L'Union européenne est en train de travailler à une taxonomie sociale qui vise à intégrer dans la performance des entreprises, dans la performance extra-financière des entreprises, des critères de ce qu'elle appelle la transition juste, alors qui est un peu plus large, bien évidemment, que notre concept de transition inclusive, même si la finalité, quelque part, est la même, c'est de dire que les transitions vers une économie durable ne peuvent pas se faire en laissant la question sociale des transitions de côté. Oula, vous êtes formidable parce que vous m'ouvrez des champs tellement vastes que c'est pour créer de la frustration, en fait, Emmanuel. Vous générez énormément de frustration parce que je sais, et j'aimerais pas ennuyer l'auditoire. Alors, la première chose que je vais dire, c'est pour moi une joie, un plaisir d'entendre Michael, de mettre, c'est ce que j'attendrais de tous les… Et il n'y a pas de flatterie personnelle, je ne connais pas Michael, mais si j'entendais plus souvent la RSE, non pas comme un sujet périphérique, non pas au sein de la responsable de la communication, et je n'ai rien contre la communication, il faut des bons communicants, mais si vous voulez, quand je vois la RSE qui est à la direction des relations investisseurs ou à la direction de la com, on a la RSE qu'on mérite. Aujourd'hui, ce que j'ai entendu, ce qui est différenciant ce soir, c'est que Michael nous dit, moi, c'est dans la strate. Et ça c'est précieux. Ça, c'est l'avenir. Ça, l'ensemble des PME, ETI, je souhaiterais qu'il y ait ça. Voilà. Je sais qu'à la fin, vous allez nous poser une question. C'est quoi le souhait? Moi, le souhait, c'est que la stratégie RSE soit sous la même incarnée par une personne qui n'est pas là pour uniquement le vivre, mais pour irriguer, insuffler, voilà, ça au sein de l'entreprise. Et que les gens, ce que j'aime beaucoup en plus, ce n'est pas le top-down, c'est le bottom-up et c'est l'appropriation des gens. Je ne vais pas faire de la pub pour certaines boîtes, mais je connais des exemples de belles entreprises où justement, il y a eu cette approche comme celle de Michael au groupe SNCF avec une approche bottom-up, une grosse ETI puisque 1000 salariés à la Défense, eh bien, un taux de turnover avec alors là, des profils… On ne voit pas du tout de qui vous parlez. Avec un besoin de consultant d'ingénieur, un turnover très élevé, eh bien, lui vous expliquera, il aurait pu être là témoin ce soir, qu'il a un des moyens de retenir ses talents, et je rejoins, je ne sais plus si c'est Marie-Lise ou je ne sais plus si c'est Muriel, mais chercher du sens. Voilà, ils ont mis et construit une stratégie RSE à partir de groupes de travail et aujourd'hui, un des fruits, c'est qu'il y a moins de gens qui partent et les gens restent plus longtemps parce qu'il y a du sens donné. Et oui, la raison d'être est importante. Pardon, voilà, c'est ça que je voulais, la première réaction que j'avais ce soir. Deuxièmement, il ne faudrait pas me mettre dans le camp des mauvais en disant que je ne suis, que les investisseurs ne sont intéressés que par les entreprises en forte croissance cherchant des talents. Je pense que, et ça me parle beaucoup quand Luc dit
moi, je pense que l'entreprise gagnante de demain, c'est quelle place va-t-elle faire à deux choses, hein. Tant pis, ça peut choquer. Je pense qu'il faut absolument trouver une place pour l'accueil des personnes en fragilité. C'est elle qui va donner une âme, une culture différente à l'entreprise. C'est l'accueil de la fragilité, c'est l'accueil de la gratuité. C'est une nouvelle thématique que je souhaite aborder, mais là, qui n'est pas dans le contexte d'ETI-Finance, mais je pense que ces deux, elles ont une place dans un modèle même capitaliste, mais humaniste et responsable, il est, et je pense que c'est ce capitalisme-là qui n'a qu'une seule, qui n'a qu'une seule pérennité, c'est celui-là. Voilà, donc c'était en réaction, en réaction aux propos de Luc et de Michael. Ensuite, c'est quoi oui, la deuxième question, c'est… alors d'abord, attendez, autre réaction, nous, on mesure l'employabilité. Il y a un critère que nos investisseurs sont friands, c'est combien d'euros, quel est le pourcentage du chiffre d'affaires investi en formation. Et deux choses, c'est qu'on ne veut pas que la formation aille au nanti, entre guillemets, qu'on a remarqué, avec notre expérience, que vous allez dans une boîte, et ben c'est toujours les mêmes qui ont des formations, où ça va être un niveau de hiérarchie, etc. Nous, on va mesurer, on va demander deux choses. Combien vous avez dépensé et est-ce que tout le monde, enfin, donnez-nous le nombre de personnes concernées par au moins une formation. Ça, c'est des indicateurs parlants. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un budget, je dis n'importe quoi, 2% du chiffre d'affaires investi en formation qui bénéficie à 10% des salariés. Ça ne va pas. Vous voyez? Et ça… La qualité de la formation, vous ne la mesurez pas. C'est-à-dire que les formations soient qualifiantes ou pas, ce n'est pas un problème. On ne peut pas aller encore dans ce niveau de granularité. J'en rêverais. Mais aujourd'hui, je vous donne ce qui est factuel, c'est combien d'heures, voilà, et sur combien de salariés. Ça nous importe. Voilà. Et de regarder ça dans le temps. Dans le temps. Est-ce que même en crise, dans les moments les plus durs, est-ce qu'on continue quand même d'investir sur les compétences? Donc, c'est ça. Ensuite, c'est très important pour nous, c'est la participation voilà, des représentants syndicaux, enfin, la qualité du dialogue actionnariat, du dialogue avec les représentants du personnel. La qualité du dialogue social, voilà, ce sont des indicateurs alors plus qualitatifs, celui-là, parce qu'il n'y a pas, je ne parle pas de chiffres comme ceux sur la formation, mais c'est pour nous des signaux, vous voyez. Ensuite, on va avoir, mais bon, je vais rentrer dans les choses plus classiques. On va croiser ça avec un peu de l'absentéisme, le turnover, enfin, voilà. Et ça va donner des signaux sur… Là, vous voyez, je ne veux pas faire de la politique, je ne veux pas faire de procès. Hors PA, il y avait un turnover. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Donc, je veux dire, il y a des signaux. Hors PA, ça faisait quand même plein de fois qu'on avait relevé des incidents, pas de nombreux incidents. Je ne vais pas rentrer dans les détails et mon propos n'est pas de faire le procès d'hors PA qui, d'ailleurs, était bien noté par l'ensemble des agences. D'accord? Donc, je ne veux pas digresser, mais… Une question peut-être, du coup, Emmanuel. Et je n'ai pas répondu sur l'Europe, mais je vous écoute. Non, mais c'est juste pour rebondir sur ce que vous dites. Est-ce que, du coup, parce que vous alternez entre dépenses et investis, et ces investissements dans l'employabilité, même s'ils sont réduits à quelques critères qui déjà font sens pour vous, mais qui sont quand même très restreints sur la façon de l'appréhender, est-ce que vous avez plutôt l'impression qu'ils sont perçus, je dirais, comme une dépense, comme un coût, ou qui sont perçus comme un vrai investissement? Et est-ce qu'on se pose la question de savoir comment cet investissement s'intègre dans la performance globale? Moi, je ne sais pas, en termes de gain de productivité, de meilleure rémunération des salariés. Est-ce que ça, c'est des choses que vous appréhendez? Nous, on va mesurer… Alors d'abord, c'est enfin, les investisseurs ne voient pas, bien sûr, c'est un coût, mais c'est perçu comme une bonne chose.
une entreprise qui investit sur son capital, ou c'est ce que j'appelle les richesses humaines, c'est bien. Enfin, c'est une chose bien perçue par cette catégorie d'investisseurs dits responsables et qui ne cessent de croître. Deuxièmement, ils veulent de plus en plus que ça se retrouve dans la reconnaissance de deux choses. Un, au niveau de la revue annuelle, est-ce qu'il y a vraiment une revue annuelle avec tous les salariés? Et là, le moment où je peux exprimer les réussites, mes fatigues, mes difficultés et mes objectifs, ou est-ce que c'est… Voilà, on voit des pratiques. Il y en a qui vont dire les revues annuelles. Ah oui, tel département ou tel BU, oui. Mais celui-là, non. Tout le monde n'est pas égaux là-dessus. Ça dépend. Puis il y en a qui le font dans l'ascenseur, d'autres qui le font dans les couloirs, d'autres avec une visio de 5 minutes et d'autres qui le font à 1h15. Voilà. Donc ça, ils veulent tout traduire. Ils nous demandent, est-ce qu'il y a des revues annuelles systématiques? C'est des nouveaux critères. Ok. Et est-ce que, donc, je termine. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi, parce que à la revue annuelle, c'est le moment aussi j'exprime, et nous-mêmes on le vit ici, on est 100 personnes, tout le monde a une revue. Voilà. Et c'est quoi mes besoins de formation? Et la deuxième chose, qui semble aussi aller dans le sens de ce que veut un investisseur responsable, c'est qu'il veut aussi que chaque salarié puisse bénéficier et avoir un retour sur la richesse qu'il a créée. Et donc, qu'il soit évidemment associé à des participations, à des choses qui sont plus ou moins de toute façon obligatoires, et aussi, par exemple, un accès au capital, à l'actionnariat salarié. C'est important. D'accord. OK. Muriel, du coup, une réaction par rapport aux échanges avec Luc et avec Emmanuel, puisque vous aussi, vous avez été avec votre outil de RSE et vos indicateurs de reporting dans des démarches de rendre compte de votre RSE. Oui, nous, on est surtout sur des logiques de challenge avec nos adhérents, clairement. On a un challenge en cours qui est l'évaluation du bilan carbone. On les a challengés, entre guillemets, il y a les 2 dernières années sur le fait de recruter des contrats alternance pour favoriser l'intégration des jeunes en entreprise, le lien entre la jeunesse et l'entreprise. Et force est de constater qu'ils jouent le jeu. Et moi, ma question, c'est effectivement, on va créer des indicateurs, on va commencer à mesurer la mesure d'impact des engagements pris par les entreprises et les dirigeants d'entreprise. Mais comment ça s'accompagne, comment on peut accompagner cette volonté de s'évaluer et de donner la preuve, stricto sensu, de la qualité des actions qu'on met en place? Comment on peut créer des mesures incitatives? J'entends par là, comment est-ce que, par exemple, au niveau des achats grands comptes ou des marchés publics, ça peut être des critères qui soient pris en compte dans le choix des offres, et pas toujours celui de l'offre économiquement la plus avantageuse. Ou est-ce qu'on peut avoir, on peut imaginer aujourd'hui, je ne sais pas si vous tu pouvez répondre, mais en tout cas, ça fait partie des questions qu'on peut se poser une fois quand on parle d'indicateurs. C'est aussi, est-ce qu'on peut imaginer d'avoir des mesures incitatives au niveau fiscal ou autre? Voilà, c'est un sujet qu'on ouvre, mais qui serait intéressant pour ne pas décourager, entre guillemets, ces initiatives. Alors, encore une fois, quand on veut vraiment les mettre en place, on voit tout l'investissement et tout l'engagement qu'il faut pour que ce soit réellement intégré dans l'ADN de l'entreprise et pas seulement un argument marketing ou cosmétique. Okay. C'est comment tout ça peut être encouragé. Ça fait une passerelle sur le sujet suivant, qui est celui du dialogue social. C'est-à-dire, vous l'avez tous évoqué en disant la qualité du dialogue social, elle est absolument déterminante. Et quelle place, justement, prend le dialogue social autour de ces enjeux d'inclusion professionnelle et des transitions. Marie-Lise, vous voulez donner votre éclairage ? Oui, très rapidement, parce que c'est vrai qu'il a été déjà beaucoup question. Alors du coup, de dialogue social, l'expression des salariés sur leur situation de travail, leurs conditions d'emploi, etc., c'est une expression directe qui n'est pas du dialogue social.
Après, vous allez me dire que ça dépend de la taille de l'entreprise. Et du coup, il y a des règles effectivement différentes, mais le dialogue social, je pense que c'est… alors, ça ne vous étonnera pas pour la CFDT, mais je crois qu'on n'a rien fait de mieux, en fait, jusqu'à maintenant, en termes de méthode. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le cadre du dialogue social, on parle beaucoup de loyauté, de confiance, on parle de négociation loyale et sérieuse. Alors ça, c'est le Code du travail qui le dit. Donc, si c'est écrit, c'est que ça doit quand même avoir un sens. Mais pour être une praticienne du dialogue social, pour l'avoir été dans une entreprise, une branche professionnelle, et aujourd'hui à l'échelle nationale interprofessionnelle, je pense qu'on n'a rien fait de mieux en ce qui concerne la capacité des acteurs d'être dans un cadre qui permet de poser les points de divergence. Parce qu'il ne s'agit pas d'être tous d'accord sur la même chose. De toute façon, quand on a un dialogue entre des parties, c'est que par principe, elles n'ont pas forcément les mêmes logiques, elles ne défendent pas complètement les mêmes intérêts, elles peuvent avoir un objectif commun. Et je trouve que c'est dans les entreprises, dans la société en général, des pratiques qu'on devrait beaucoup plus développer pour justement construire du consensus et dialoguer, c'est poser des constats, c'est débattre des constats, est-ce qu'on est d'accord ou pas, et c'est essayer de trouver des solutions communes. Et ce n'est pas juste chacun. Moi, j'ai une formule quand j'interviens en formation de militants. Débattre et négocier, débattre, c'est accepter de se faire convaincre. Donc, ça veut dire qu'on est capable de bouger et de se dire ça n'est pas imposé à l'autre ce qu'on a décidé comme étant la meilleure solution et l'unique solution. Donc, ça veut dire qu'il faut de l'intelligence collective, il faut de la créativité et qu'en général, quand on arrive en bout de discussion, on trouve des solutions qui n'avaient pas forcément été imaginées au démarrage. Je vais faire le poil à gratter, Marie-Lise. Je vais faire un peu le poil à gratter. La récente loi climat et résilience, dont on peut louer bien évidemment l'ensemble des orientations. Cependant, voyez-vous, typiquement sur le sujet qui nous occupe, elle élargit les missions du CSE aux impacts des décisions environnementales de l'entreprise, mais elle ne l'élargit pas du tout à la prise en compte des impacts sur les métiers et les compétences, et qui est notre cœur de sujet. Donc, oui, c'est vrai, sauf qu'à un moment, si on veut être logique sur la façon dont on veut instaurer un dialogue de qualité, ça veut dire qu'il faut que la plupart des décisions, pas toutes, puissent être posées, débattues, et que du coup, quand je parlais de dialogue loyal et sérieux, ça veut dire qu'il faut un partage d'informations. Lorsque les élus du CSE, ça date depuis toujours, enfin le CE avant, le CSE aujourd'hui, lorsqu'il est, comment dire, consulté sur les orientations stratégiques, nous à la CFDT, ça fait longtemps, on explique que les orientations stratégiques, ça n'est pas que la visibilité en termes économiques. Il y a les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux qui doivent être intégrés. Alors, ça fait longtemps qu'on le dit, ça ne fait pas pour autant que c'est facile à obtenir en termes d'information, mais voilà, ça fait partie de cette logique et aujourd'hui, une entreprise qui envisage le dialogue social comme constructif, elle doit pouvoir partager l'ensemble de ces éléments économiques, sociaux, environnementaux. Et si je le dis de façon… il faut que ce soit abordé de façon équilibrée, c'est qu'aujourd'hui, encore, malheureusement dans beaucoup d'entreprises, les enjeux sociaux sont des variables d'ajustement de décisions économiques ou d'obligations, de normes environnementales absolument… alors là, je le précise parce que il y a souvent, donc dans beaucoup d'entreprises, il y a assez peu de débats sur ces questions environnementales. Et je pense que c'est dommage parce que c'est un sujet qui intéresse énormément les salariés et qui ont conscience qu'on est face à des mutations nécessaires,
mais qu'on parlait de transition juste, il ne peut pas y avoir de transition écologique sans justice sociale. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi construire avec les personnes directement concernées des solutions, parce qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un qu'il faut changer et lui imposer, et lui dire qu'il n'y a pas d'alternative concrète pour sa situation personnelle immédiate. Ça, et le dialogue social, c'est lever les peurs, et essayer de se projeter collectivement. Et juste une seconde sur un sujet qui n'est pas dans l'ordre du jour, enfin en tout cas, C'est pas vous avez grave. envie de parler. On parle beaucoup de dialogue social. Nous, on fait beaucoup de liens avec le dialogue professionnel, où là, c'est important que les salariés puissent s'exprimer sur leur travail, ce qu'ils font, ce qu'ils réussissent, ce qui leur pose problème, et qu'on puisse avoir une articulation intelligente entre ce que l'on peut débattre des questions sociales dans le cadre du dialogue social et les questions professionnelles. Je pense qu'on a un des leviers aussi de progrès dans les entreprises. Je pense que c'est donner une plus grande part au travail. Ok. Alors, on arrive, bien évidemment, c'est toujours très, très frustrant parce que les sujets sont riches et vos interventions nourrissantes. Voilà, il y a contrainte de l'horaire. Donc, Mickaël, puis Luc, du coup, vous, sur cette question du dialogue social et dans la foulée, je dirais, si vous aviez une proposition phare pour faire de la RSE un levier d'inclusion professionnelle face aux transitions, ce serait quoi? Alors, sur le dialogue social, il est absolument essentiel. Moi, je suis totalement en phase avec ce que disait Marie-Lise. Le dialogue social, je vous ai parlé du projet d'entreprise et puis je vous ai parlé de la stratégie RSE. Moi, j'ai ouvert les travaux dès le début et sur le projet d'entreprise et sur la stratégie RSE aux 4 organisations syndicales représentatives dans le groupe SNCF pour les associer pleinement, non pas à des solutions qui étaient déjà prises pour leur demander une validation de forme. Je les ai associés dès le départ, au moment où, en fait, je commençais à construire. J'avais des choses qui étaient assez claires dans mon esprit sur la méthode, notamment l'engagement des parties prenantes et des parties constituantes, mais aussi sur tout ce qui restait à inventer. Et il faut accepter cette part aussi de non-maîtrise. Mais je l'ai fait. Alors, certaines organisations syndicales ont joué pleinement le jeu, dont la CFDT et l'UNSA, vous ne serez pas surpris. D'autres ont moins joué le jeu et ça leur appartient. Et ça, je les ai quand même associés et tenus toujours informés et la porte était toujours ouverte pour qu'on construise. Ce qui est sûr, c'est que le projet d'entreprise et la stratégie RSE n'auraient pas été aussi bons, de qualité et engageant pour l'ensemble des salariés et des équipes si je n'avais pas eu la contribution de l'UNSA et de la CFDT. Et ça a été des moments de travail, de réflexion, de partage de doutes aussi personnels, de part et d'autre, qui étaient d'une grande richesse parce qu'il y avait, je pense, 2 ingrédients fondamentaux. La confiance, évidemment, et la confiance nécessite la sincérité d'intention. Quand je le faisais pas juste pour faire genre et parce que c'était un passage obligé. Je le faisais parce que je considérais que les travaux seraient meilleurs avec eux que sans eux. Et en fait, ne seraient pas vraiment possibles sans eux. Et donc, ça, cette sincérité d'intention, elle se prouve, elle se dégage, mais ça, c'est très important. Et puis, il y avait une deuxième chose, un autre ingrédient, c'est la conscience organique. C'est un peu un mot grandiloquent, mais on peut ne pas être d'accord, et heureusement, parce que c'est ça, on en tire le meilleur. Mais en revanche, on a une conscience organique, c'est qu'on veut que l'entreprise aille bien, aille mieux, et c'est pour ça qu'on fait ça ensemble, et chacun a sa part à apporter. Quand la conscience organique n'est pas là, ce qui est parfois le cas, hélas, alors là, il y a un problème parce qu'on sent qu'il y a des enjeux qui se passent en dehors de l'entreprise. Dans ce cas-là, c'est difficile de trouver un accord. Mais ça, c'est fondamental. Et le dialogue social, dans le dialogue social, il y a dialogue. Et en fait, globalement, je pense que nos sociétés, ça nous renvoie à la RSE, à la place de l'entreprise dans la société. C'est qu'aujourd'hui, nous pratiquons trop peu le dialogue pour de vrai. Le dialogue, c'est pas d'abord, c'est pas essayer de convaincre l'autre coûte que coûte. Ça veut dire écouter, savoir où en est l'autre,
peut-être qu'on ne trouvera pas une plateforme commune tout de suite, et ce n'est pas grave, le dialogue est de qualité, même quand on n'atteint pas un accord. Et c'est vrai pour la RSE, les entreprises ont un rôle très fort à jouer dans des défis sociaux, sociétaux, environnementaux qui nous font face. On voit bien que les problèmes auxquels nous devons répondre collectivement sont très complexes. Il n'y aura pas de vainqueur solitaire. Il n'y aura pas de vainqueur solitaire dans les transitions écologiques et sociales et économiques qui vont avec. On y arrivera ensemble et pour ça, il faut réussir à travailler en coopération, à écouter l'autre. Et ça passe par le dialogue, ça passe par l'ouverture, ça passe par le fait de travailler dans des écosystèmes ouverts avec des organisations qui sont de nature différente, de taille différente, d'objets sociaux différents. Et c'est pour ça que l'inclusion professionnelle est si importante. Nous, on travaille avec des associations de l'économie sociale et solidaire. C'est évidemment des tailles, des objets différents, mais nos managers, nos équipes, quand elles sont plus à l'aise pour travailler avec des écosystèmes ouverts et des organisations qui sont très différentes, je pense qu'ils sont meilleurs, nos managers deviennent meilleurs et on sera plus performants et on est résolument inclusif. Et peut-être juste un mot parce qu'on parlait tout à l'heure de est-ce qu'on doit mettre des incitations, est-ce qu'on doit compter. Je prends un exemple. Dans le groupe SNCF, on a signé une convention avec le ministère de la Justice pour pouvoir accueillir des travaux d'intérêt général, des personnes qui purgent leur peine en travail d'intérêt général. Il faut savoir accueillir des personnes au sein des équipes. Ce n'est pas évident, on en a parlé, il faut être compétent, à l'aise, ça, mais ça nous enrichit. On ne le fait pas parce que ça nous rapporte quelque chose. On le fait, je l'ai dit, parce que c'est complètement dans notre raison d'être. Et donc, on n'attend pas une incitation fiscale ou économique pour le faire ou financière. On le fait parce que c'est nous et parce qu'on croit à cet impact. En revanche, il est vrai que plus le système crée les conditions qui engagent ou qui incitent à des comportements qui sont bons pour les transitions, alors plus on se donnera des chances de réussir les transitions écologiques et sociales qui sont indispensables. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut compter ceux qui comptent. Et aujourd'hui, on ne compte pas ceux qui comptent. Et je pense que si j'avais un souhait, ce serait ça, c'est que le système, petit à petit, compte ceux qui comptent pour que nos bilans économiques reflètent ce que l'on veut vraiment. Et là, je suis sûr que ça ira très, très vite. Merci, Mickaël. Allez, on fait un petit tour. Une proposition pour conclure pour chacun. Luc? Oui, du coup, je voulais juste, sur le dialogue social, j'en ai déjà pas mal parlé tout à l'heure, donc je vais être très rapide, et puis d'autant que Mickaël a dit beaucoup de choses en parlant de sincérité, en parlant de richesse du projet, quand toutes les parties sont autour de la table, je pense que c'est l'essentiel, et puis c'est en effet ce que je tentais de dire, et puis notamment aussi sur la partie talent, il y a des talents aussi qui se révèlent quand ils sont confrontés à la fragilité. Moi, c'est ce que je vis dans mon entreprise, mais en effet, ceux qu'on appelle communément les talents, ceux qui vont faire évoluer l'entreprise dans un certain nombre de choses, en fait, trouvent une âme particulière dans leur travail quand, en effet, ils sont confrontés à la fragilité et donnent un sens tout à fait particulier à leur engagement. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, et notamment dans la partie du dialogue social, je pense que c'est la rencontre entre l'employabilité d'un côté et l'employabilité de l'autre. Et c'est là où justement deux mondes se confrontent, entre des gens qui doivent trouver des interactions positives pour pouvoir permettre à ces deux facettes de pouvoir s'adapter le mieux possible entre l'employabilité de l'entreprise, qui est notamment la RSE, et l'employabilité des personnes qui doivent faire partie de la logique de l'entreprise. Et du coup, pour la proposition, je rebondirai là-dessus, et sur ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est que la formation va souvent, et c'est bien que ce soit un indicateur, en effet, va souvent aux mêmes personnes. Nous, on le voit bien dans l'inclusion aujourd'hui, on a énormément de mal à trouver les moyens de former les personnes les plus fragiles. Et vous le voyez, l'apprentissage depuis 2019, c'est 200 000 personnes de plus en apprentissage. C'est que 30 000 pour les personnes qui n'ont pas le bac. Alors que c'était la voie d'excellence justement pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude ou la capacité à tenir les bancs d'école. Aujourd'hui, je pense que vraiment, il faut redonner sa pleine puissance à la formation des plus fragiles pour justement leur permettre cette flexibilité, cette mobilité, cette agilité et ainsi maîtriser leur chemin professionnel. Merci Luc. Muriel? Oui. Je vais parler encore une fois de la casquette CJD. Nous, CJD, on
notre ADN, c'est la formation. Les dirigeants d'entreprise viennent se former. Alors, ça peut paraître bizarre, mais ils viennent se former à quoi puisqu'ils sont dirigeants? Et en fait, ils travaillent beaucoup sur la question des soft skills. Et on parlait tout à l'heure d'engagement, de sincérité, d'engagement dans les valeurs. Et nous, ce qu'on défend, c'est de travailler les soft skills, ces soft skills-là, c'est-à-dire ces savoir-être, autour d'une vision, d'un projet, de savoir embarquer, de savoir communiquer. On parle de communication non violente. Et bien, c'est diffuser ces soft skills dans tous les leviers de formation. Enfin, partout où il y a de la formation, il devrait y avoir de la formation sur ces enjeux de posture, entre guillemets, si je peux dire comme ça, parce que la compétence, en fait, c'est une chose, le savoir-faire, l'expertise, l'expérience, mais on ne traite jamais de ces sujets qui sont avant tout, qui sont assez cruciaux dans ces enjeux de transformation et de transition. Voilà. Sinon, j'en avais une autre, mais qui était plus pragmatique, puisqu'on parle de transition aussi numérique, c'était de créer un mentorat inversé entre les seniors et les jeunes qui entrent dans l'entreprise, pour qu'ils viennent accompagner nos seniors à s'approprier les codes des nouvelles technologies, les codes des nouvelles générations, et d'être accompagnés tout le long de leur carrière. Voilà. Écoutez, on les porte dans le livre blanc qu'on a publié aujourd'hui en accompagnement de ce colloque. Donc, on est au moins raccord sur deux propositions. Je vois que Sophie Elkrief nous a rejoint. On va vous donner la parole dans quelques minutes, le temps de faire les deux dernières propositions. Donc, Marie-Lise, Léon, une proposition concrète. Je ne vais pas faire très original, je reprendrai ce que j'ai dit avant. Articuler intelligemment dialogue social et dialogue professionnel. Je pense qu'avoir des espaces d'expression sur le travail, ça ne peut qu'être bon pour la santé. Je pense que c'est important de mieux mettre en lumière et de plus permettre aux salariés de parler de leur travail. Merci. Et du coup, Emmanuel, le mot de la fin vous revient, votre proposition? Ma proposition, j'en ai qu'une, c'est celle, et je vous remercie de m'avoir invité ce soir. Et la raison, c'est qu'aujourd'hui, la RSE, il y a quand même un grand prisme sur le côté sur le côté environnemental, et qu'il est temps que l'on regarde, que la focale soit beaucoup plus tournée vers le S, vers le social, vers toutes les personnes qui sont ici présentes ce soir et toutes les idées que vous avez prises. Et donc, le souhait que j'ai, c'est que ce concept a déjà existe déjà, mais j'aimerais le reprendre ce soir. On ne veut pas juste une transition écologique et accompagner les gens, bien sûr, sur cette transition écologique et numérique, certes, mais que cette transition soit juste. Et qu'il y ait cette notion de justice sociale et d'attention aux plus faibles, d'attention aux salariés les plus précaires, et donc, moi, j'ai un souhait, c'est que la finance, et je ferai tout pour les années qui viennent désormais dans cette entreprise Etifinance et dans la sphère dans laquelle je peux évoluer, à faire avancer l'enjeu social et, comme vous dites, l'inclusion, plus à même qu'elle soit prise en compte par cette finance responsable. Écoutez, peser sur la taxonomie sociale de l'Union européenne. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la taxe sociale. Non, mais on ne peut pas. Mais peser là-dessus, puisque ça sera elle qui définira quand même un référentiel commun pour tout le monde. Écoutez, mille merci. C'était un plaisir d'animer cette table ronde et de vous écouter.